Quand l'agent forestier a écarté les hautes herbes trempées par la pluie, il pensait trouver un animal mort. À la place, il a aperçu une petite chaussure bleue dépassant d'une bâche sale. Quelques minutes plus tard, les policiers de Black Hollow encerclaient déjà la zone. Personne ne parlait. Personne ne respirait presque. Après 9 mois de recherche, Silas Brennan Keegan venait d'être retrouvé au bord de la forêt, caché sous des branches humides et des herbes épaisses. Le plus troublant n'était pourtant pas l'endroit où reposait l'enfant. Selon le médecin légiste, Silas avait survécu plusieurs semaines après sa disparition. Quelqu'un l'avait gardé vivant, nourri, caché loin des regards. Et pendant tout ce temps, ce monstre avait probablement marché parmi les habitants de Black Hollow, participant au battu, serrant les parents de Silas dans ses bras, tout en connaissant déjà la vérité depuis le début de cette affaire terrifiante et silencieuse. Black Hollow était une petite ville perdue entre les montagnes humides de l'Oregon et les longues routes forestières où presque personne ne circulait après la tombée de la nuit. Les habitants se connaissaient tous depuis des années. Les enfants jouaient ensemble dans les mêmes rues tranquilles, les parents se retrouvaient chaque vendredi dans le même restaurant près du lac artificiel, et les policiers passaient davantage de temps à calmer des disputes de voisinage qu'à enquêter sur de vrais crimes. Rien de terrible n'était censé arriver dans un endroit pareil. Silas Brennan Keegan avait 6 ans. Il était connu dans tout le quartier pour son énergie impossible à contrôler et pour son sourire qui apparaissait dès qu'un adulte lui adressait la parole. Ses cheveux blonds dépassaient toujours de sa capuche bleue, même lorsque sa mère essayait de les coiffer correctement avant de sortir. Il adorait les bandes dessinées, les grenouilles qu'il attrapait près des ruisseaux et les lampes de poche qu'il utilisait pour construire des cabanes dans le jardin, derrière la maison familiale. Son père, Aaron Keegan, travaillait dans un atelier de réparation de bateaux près du lac. Sa mère, Melissa, enseignait dans une école primaire située à quelques kilomètres de Black Hollow. Les Keegan n'étaient pas riches, mais ils donnaient l'image d'une famille heureuse et stable. Plusieurs voisins diront plus tard que rien ne semblait étrange chez eux avant la disparition de Silas. La soirée de la fête communautaire avait commencé dans une ambiance presque parfaite. Des dizaines de familles remplissaient les pelouses autour du lac. Les enfants couraient entre les stands de nourriture pendant qu'un vieux groupe de musique locale jouait sous un chapiteau décoré de lumière jaune. Une odeur de maïs grillé et de pluie approchante flottait déjà dans l'air humide. Silas portait cette fameuse capuche bleue que les enquêteurs montreraient plus tard dans tous les journaux télévisés de l'État. Melissa avait pris plusieurs photos de lui devant un stand de pêche magnétique quelques minutes avant la disparition. Sur les images, le garçon souriait largement en tenant un petit jouet fluorescent gagné pendant un jeu. Vers le début de la soirée, un homme installé près des toilettes publiques distribuait justement des bracelets lumineux et de petites lampes fluorescentes aux enfants. Plusieurs témoins diront plus tard qu'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Certains pensaient qu'il faisait partie des organisateurs. D'autres affirmaient qu'il était arrivé seul dans une vieille camionnette verte stationnée derrière les arbres. Aaron quitta momentanément sa famille lorsqu'un voisin lui demanda de l'aide avec un générateur défectueux derrière le chapiteau principal. Melissa resta près des stands avec Silas pendant encore quelques minutes. Elle expliquera plus tard qu'elle avait simplement tourné la tête pour répondre à une amie qu'elle connaissait depuis le lycée. Quand elle regarda de nouveau devant elle, Silas avait disparu. Au début, personne ne paniqua vraiment. Les enfants couraient partout autour du lac, et Silas avait déjà l'habitude de s'éloigner quelques minutes pour observer quelque chose qui attirait son attention. Melissa pensa d'abord qu'il avait rejoint les jeux gonflables installés près du parking. Elle passa plusieurs minutes à chercher calmement autour des stands avant de demander aux organisateurs s'ils avaient vu un petit garçon avec une capuche bleue. Peu après, Aaron remarqua lui aussi que son fils n'était plus là. L'inquiétude commença alors à envahir leur visage. Un orage éclata soudainement au-dessus du lac. Le vent renversa plusieurs décorations et força certaines familles à courir vers leurs voitures. La pluie rendait déjà le sol boueux lorsque les premiers appels furent lancés dans les haut-parleurs de la fête. Une adolescente nommée Brianna Pike déclara avoir vu Silas près de la vieille camionnette verte environ 10 minutes avant l'arrivée de la pluie. Selon elle,
Le garçon parlait avec un homme grand portant une veste sombre et une casquette usée. Mais un autre témoin donna une version complètement différente. Il affirma avoir aperçu Silas courir seul vers la lisière de la forêt derrière les toilettes publiques. Les recherches commencèrent immédiatement autour du lac artificiel. Des bénévoles utilisèrent des lampes de poche pendant que les policiers inspectaient les chemins forestiers noyés sous la pluie. Aaron cria le prénom de son fils jusqu'à perdre sa voix. Melissa tremblait tellement qu'une voisine dut la maintenir assise sous le chapiteau principal. Pendant plusieurs heures, les habitants de Black Hollow fouillèrent chaque parking, chaque cabane de pêche et chaque sentier humide autour du lac. Pourtant, malgré les chiens de recherche et les dizaines de bénévoles présents cette nuit-là, aucune trace de Silas Brennan Keegan ne fut retrouvée. Vers minuit, les policiers découvrirent quelque chose d'étrange près des toilettes publiques. Dans la boue fraîche, plusieurs empreintes de pneus semblaient provenir d'un véhicule ayant quitté rapidement le terrain pendant l'orage. À quelques mètres seulement, un petit bracelet fluorescent identique à ceux distribués aux enfants brillait encore faiblement sous la pluie. Melissa reconnut immédiatement celui de Silas. Ce détail transforma la peur des habitants en véritable panique. Les enquêteurs comprirent alors qu'ils ne cherchaient probablement plus un enfant perdu. Quelqu'un avait être quitté Black Hollow avec lui, pendant que toute la ville regardait tomber la pluie. La pluie continua de tomber sur Black Hollow pendant presque toute la nuit. Les gyrophares des véhicules de police éclairaient les arbres détrempés autour du lac artificiel, tandis que les bénévoles poursuivaient les recherches malgré le froid. Les habitants avaient du mal à accepter qu'un enfant ait pu disparaître au milieu d'une fête remplie de familles sans que personne ne remarque clairement ce qui s'était passé. Peu avant 3 heures du matin, les équipes cynophiles arrivèrent depuis une ville voisine. Les chiens suivirent d'abord l'odeur de Silas jusqu'aux toilettes publiques derrière les stands de nourriture. Puis la piste s'interrompit brutalement près du parking boueux où les traces de pneus avaient été découvertes. Pour les enquêteurs, cela ressemblait de plus en plus à un enlèvement. Le chef de la police locale, Raymond Tooley, demanda immédiatement des barrages routiers autour de Black Hollow. Plusieurs automobilistes furent interrogés avant l'aube, mais personne ne signala avoir vu un garçon de 6 ans dans un véhicule quittant la ville. L'orage compliquait énormément l'enquête. Une grande partie des traces laissées autour du lac avaient déjà disparu sous la pluie. À l'aube, les parents de Silas apparurent devant les caméras locales installées près du poste de police. Melissa pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Aaron prit finalement la parole d'une voix cassée. Il supplia simplement la personne ayant emmené son fils de le laisser revenir vivant. Toute la journée suivante, Black Hollow sembla paralysé. Les commerces fermèrent plus tôt. Les parents gardèrent leurs enfants à l'intérieur des maisons. Même les routes forestières habituellement fréquentées par les chasseurs restèrent presque désertes. Les policiers commencèrent à interroger tous les habitants présents à la fête communautaire. Très vite, un nom attira leur attention. Leonard Voss. Leonard possédait un vieux garage à l'entrée de la ville. Il vivait seul depuis des années dans une maison envahie par les outils rouillés et les véhicules abandonnés. Plusieurs habitants le décrivaient comme étrange mais discret. Certains parents affirmaient qu'il observait souvent les enfants jouer près du terrain de baseball sans jamais parler aux adultes. Plus troublant encore, plusieurs témoins pensaient avoir vu Léonard près des toilettes publiques peu avant la disparition de Silas. Un adolescent déclara même avoir aperçu une camionnette verte ressemblant à celle de Leonard quitter précipitamment le parking pendant l'orage. Les enquêteurs se rendirent immédiatement au garage Voss. Leonard ouvrit la porte après plusieurs minutes, encore vêtu d'un pantalon taché d'huile. Il semblait nerveux dès les premières questions. Pourtant, il accepta rapidement que les policiers inspectent sa propriété. La camionnette verte se trouvait bien derrière le garage. Melissa Keegan éclata en sanglots lorsque les enquêteurs lui montrèrent une photographie du véhicule. Elle affirma qu'il ressemblait énormément à celui décrit par l'adolescente présente à la fête. Les policiers décidèrent alors de faire analyser entièrement la camionnette. Pendant plusieurs heures, Léonard fut interrogé au poste de police. Il expliqua avoir quitté la fête avant l'orage parce qu'il se sentait malade.
Selon lui, il était rentré directement chez lui pour regarder un match de baseball à la télévision. Mais aucun voisin ne pouvait confirmer cette version. Les analyses du véhicule commencèrent immédiatement. Les enquêteurs trouvèrent de la boue fraîche sous les pneus ainsi qu'un petit emballage de bonbons fluorescents similaires à ceux vendus pendant la fête. Ce détail suffit à déclencher une vague de colère dans toute la ville. Certains habitants commencèrent déjà à considérer Leonard comme coupable. Des journalistes campèrent devant son garage dès le lendemain matin. Quelqu'un peignit même le mot « monstre » sur sa porte métallique pendant la nuit. Pourtant, malgré les soupçons grandissants, les policiers ne trouvèrent aucune preuve directe reliant Leonard à Silas. Aucun vêtement d'enfant, aucune trace biologique. Aucun témoin ne pouvait affirmer avoir vu Silas monter dans son véhicule. Pendant ce temps, les recherches continuaient autour de Black Hollow. Des centaines de bénévoles fouillaient les bois humides avec des bâtons et des lampes. Les enquêteurs inspectaient les cabanes de chasse abandonnées, ainsi que les vieux bâtiments industriels près des montagnes. Le 3e jour après la disparition, un détail inquiétant apparut dans l'enquête. Une serveuse du restaurant local expliqua qu'elle avait vu un homme inconnu parler avec Silas environ 20 minutes avant l'orage. L'homme portait une casquette sombre et semblait montrer quelque chose au garçon dans sa main. La serveuse pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'un membre de la fête. Lorsqu'elle vit les avis de recherche affichés partout dans Black Hollow, elle comprit que cette scène pouvait être importante. La description qu'elle donna ne ressemblait pas vraiment à Leonard Voss. Le chef Tooley commença alors à craindre que les enquêteurs se concentrent sur le mauvais homme pendant que le véritable ravisseur se trouvait peu être encore dans la région. Cette possibilité devint encore plus troublante lorsqu'un policier découvrit une nouvelle trace près du lac. À environ 50 mètres derrière les toilettes publiques, cachées dans des buissons humides, se trouvait une petite lampe fluorescente bleue identique à celle que Silas tenait sur les photos prises juste avant sa disparition. Dessus, les techniciens relevèrent une empreinte partielle, qui n'appartenait ni à Silas ni à Leonard Voss. Cette découverte changea immédiatement toute la direction de l'enquête. L'empreinte retrouvée sur la lampe fluorescente fut envoyée au laboratoire criminel de Portland dès le lendemain matin. Pendant plusieurs jours, Black Hollow attendit les résultats dans une tension permanente. Chaque voiture inconnue provoquait des regards méfiants. Les parents accompagnaient désormais leurs enfants jusque devant les salles de classe. Même les promenades près du lac avaient cessé. Pendant ce temps, Leonard Voss restait au centre des soupçons. Malgré l'absence de preuves directes, la population refusait presque de croire à son innocence. Son garage fut vandalisé une seconde fois. Une nuit, quelqu'un lança une pierre à travers la fenêtre de sa maison avec un mot écrit au marqueur noir. « On sait ce que tu as fait. » Les policiers commencèrent pourtant à douter sérieusement de son implication. Les analyses de sa camionnette n'avaient révélé aucune trace de Silas. Plus important encore, plusieurs caméras routières situées à la sortie de Black Hollow montrèrent que le véhicule de Leonard était déjà passé sur la route principale, avant l'heure estimée de la disparition. Le chef Tooley décida alors d'élargir l'enquête. C'est à ce moment qu'apparut un nouveau nom. Curtis Doyle. Curtis avait 46 ans et travaillait autrefois pour les services municipaux de Black Hollow avant d'être licencié plusieurs années plus tôt, après des problèmes d'alcool. Il vivait dans une petite maison délabrée à l'écart de la ville avec son frère cadet Mason, un mécanicien discret que peu de gens connaissaient vraiment. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Curtis près de la fête communautaire ce soir-là. Une femme expliqua même avoir aperçu une vieille camionnette verte ressemblant fortement à celle utilisée autrefois par Curtis lorsqu'il travaillait encore pour la municipalité. Les enquêteurs découvrirent rapidement quelque chose de troublant. Curtis avait menti sur son emploi du temps. Lors de son premier interrogatoire, il avait affirmé être resté chez lui toute la soirée à regarder la télévision avec son frère. Mais des images de vidéosurveillance prises dans une station-service située près du lac montrèrent Curtis achetant de la bière environ 30 minutes avant la disparition de Silas. Lorsqu'il fut confronté à ces images, Curtis changea immédiatement de version. Il expliqua avoir simplement traversé la fête quelques minutes
avant de rentrer chez lui. Selon lui, il avait peur d'être considéré comme suspect à cause de son passé d'alcoolique, raison pour laquelle il avait menti. Le problème était que plusieurs détails ne correspondaient toujours pas. Un adolescent déclara avoir vu Curtis discuter violemment avec un homme inconnu derrière les stands de nourriture juste avant l'orage. Un autre témoin affirma que la vieille camionnette verte de Curtis était encore stationnée près des toilettes publiques après le début de la pluie. Les policiers fouillèrent alors la propriété des frères Doyle. La maison se trouvait près d'un ancien chemin forestier rarement utilisé depuis des années. Autour du terrain s'accumulaient des carcasses de véhicules rouillés, des outils abandonnés et des piles de bois humides. L'endroit donnait immédiatement une impression oppressante. Mason Doyle resta presque silencieux pendant toute la perquisition. Contrairement à son frère, il paraissait calme, poli et coopératif. Il proposa même du café aux enquêteurs pendant qu'ils inspectaient les bâtiments autour de la maison. Curtis, lui, semblait beaucoup plus nerveux. Dans l'ancien hangar situé derrière la propriété, les policiers découvrirent plusieurs pneus couverts d'une boue ressemblant à celle retrouvée près du lac. Ils trouvèrent également une couverture sale portant de petites taches brunâtres. Pendant quelques heures, les enquêteurs crurent enfin avoir trouvé une avancée majeure. Mais les analyses détruisirent rapidement cet espoir. Les taches sur la couverture provenaient simplement de graisse mécanique et de rouille. Aucune trace de sang. Aucune trace ADN de Silas. Malgré cela, les incohérences autour de Curtis continuaient d'inquiéter la police. Les enquêteurs commencèrent alors à examiner son passé plus en profondeur. Ils découvrirent qu'il connaissait parfaitement les anciennes routes forestières autour de Black Hollow grâce à son ancien travail municipal. Plusieurs de ces chemins menaient à des zones abandonnées presque impossibles à retrouver sans connaître la région. Plus troublant encore, un ancien voisin révéla que Curtis avait déjà parlé plusieurs fois d'une vieille cabane de chasse cachée dans les bois au nord du lac artificiel. Selon lui, Curtis utilisait parfois cet endroit lorsqu'il voulait être tranquille loin des gens. Les recherches se déplacèrent immédiatement vers cette partie de la forêt. Pendant 2 jours, des équipes fouillèrent les collines humides et les vieux sentiers recouverts de mousse. Finalement, les enquêteurs retrouvèrent bien une ancienne cabane abandonnée au milieu des arbres. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, ils découvrirent des couvertures, plusieurs boîtes de conserves récentes et des bouteilles d'eau presque pleines. Le cœur des parents de Silas s'effondra lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Pour la première fois depuis la disparition, les policiers commencèrent sérieusement à croire que l'enfant avait être été retenu vivant quelque part dans les bois. Mais un détail glaçant attendait encore les enquêteurs. Sous une vieille chaise renversée dans la cabane, un policier trouva une petite figurine de grenouille en plastique. Melissa reconnut immédiatement le jouet préféré de Silas. Selon elle, il ne sortait presque jamais sans cette figurine glissée dans sa poche. À cet instant, toute l'enquête prit une dimension beaucoup plus terrifiante. Quelqu'un avait réellement gardé Silas dans cette forêt, et cette personne connaissait suffisamment bien Black Hollow pour disparaître sans laisser de traces depuis plusieurs semaines déjà. La découverte de la figurine de grenouille transforma complètement l'atmosphère de Black Hollow. Jusqu'à ce moment, certains habitants espéraient encore que Silas ait simplement été emmené loin de la ville et qu'il soit toujours vivant quelque part. Mais l'idée qu'il ait pu être retenu dans les forêts entourant le lac pendant tout ce temps provoqua une peur beaucoup plus profonde. Les parents commencèrent à verrouiller leurs portes même en pleine journée. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer seuls dans les jardins. Plusieurs habitants achetèrent des armes après la tombée de la nuit. La disparition de Silas ne ressemblait plus à un simple enlèvement. Quelqu'un semblait observer la ville depuis les bois, depuis le début. Les enquêteurs retournèrent immédiatement à la cabane abandonnée avec des techniciens spécialisés. Chaque centimètre du bâtiment fut photographié et analysé. Les couvertures retrouvées à l'intérieur étaient encore légèrement humides, comme si quelqu'un les avait utilisées récemment. Plusieurs empreintes partielles furent découvertes sur des boîtes de conserve, mais la plupart étaient trop abîmées pour être identifiées. Dans un coin sombre près de la fenêtre cassée,
Les policiers trouvèrent également une petite couverture d'enfant roulée sous une caisse métallique. Melissa reconnut encore une fois l'objet sans hésiter. Elle expliqua que Silas emportait souvent cette vieille couverture lorsqu'il avait peur des orages. Ce détail bouleversa toute l'équipe d'enquête. Silas avait probablement été dans cette cabane pendant l'orage de la nuit où il avait disparu. Pourtant, malgré l'importance de cette découverte, quelque chose semblait étrange. L'endroit paraissait presque trop visible, comme si quelqu'un avait volontairement laissé certains objets derrière lui. Le chef Tully commença alors à soupçonner que la cabane n'était être qu'un lieu temporaire. Les recherches autour des bois furent intensifiées immédiatement. Des hélicoptères survolèrent les collines pendant plusieurs jours. Des volontaires parcoururent les ruisseaux, les chemins de chasse abandonnés et les anciennes zones de camping. Chaque fois qu'un vêtement ou un jouet était découvert, les radios de la police s'agitaient dans toute la région. Puis un nouvel élément surgit. Une femme âgée vivant seule près de la route forestière nord contacta les enquêteurs après avoir vu les informations à la télévision. Elle expliqua avoir entendu plusieurs nuits auparavant des pleurs d'enfants provenant d'une propriété abandonnée appartenant autrefois à la famille Doyle. La maison se trouvait à environ 15 km de Black Hollow, près d'un ancien terrain de coupe forestière désormais désert. Les habitants évitaient généralement cet endroit depuis des années. La toiture s'effondrait lentement et les fenêtres étaient couvertes de planches. Lorsque les policiers arrivèrent sur place, ils remarquèrent immédiatement que la serrure arrière semblait récente. À l'intérieur, l'air sentait la poussière humide et le bois pourri. Les pièces étaient presque entièrement vides. Pourtant, certains détails attirèrent rapidement l'attention des enquêteurs. Dans la cuisine abandonnée, plusieurs boîtes de conserve avaient été ouvertes récemment. De petites empreintes de chaussures couvertes de boue étaient visibles près du couloir principal, mais le plus troublant se trouvait dans une chambre à l'étage. Sur un mur poussiéreux, quelqu'un avait dessiné plusieurs formes maladroites avec un morceau de craie bleue. Les dessins représentaient des arbres, une maison et un soleil étrange avec un grand sourire. L'un des policiers remarqua également une phrase écrite maladroitement sous les dessins. « Je veux rentrer ». Melissa s'effondra en larmes lorsqu'on lui montra les photographies. Les experts analysèrent immédiatement les lieux. Des cheveux furent retrouvés sur une couverture sale dans un placard. Pendant plusieurs heures, les enquêteurs crurent enfin avoir retrouvé un véritable lieu de captivité. Mais encore une fois, les résultats apportèrent davantage de confusion. Les cheveux retrouvés n'appartenaient pas à Silas. Les empreintes de chaussures étaient trop anciennes pour être utiles. Et surtout, plusieurs spécialistes commencèrent à croire que les dessins sur le mur avaient été réalisés bien avant la disparition. L'enquête semblait avancer puis reculer sans cesse. Pendant ce temps, Curtis Doyle devenait de plus en plus instable. Des témoins affirmèrent l'avoir vu ivre dans plusieurs bars de la région, répétant que tout le monde le regardait comme un monstre. Les policiers décidèrent de placer discrètement sa maison sous surveillance. C'est alors qu'un détail inattendu apparut. Contrairement à Curtis, Mason Doyle restait parfaitement calme depuis le début de l'affaire. Il continuait à travailler chaque matin dans un petit atelier mécanique situé près de l'autoroute. Plusieurs habitants commencèrent même à le considérer comme sympathique, parce qu'il aidait régulièrement les bénévoles pendant les recherches. Un soir, Mason apporta lui-même du café chaud aux équipes qui fouillaient encore les bois autour du lac. Melissa le remercia même devant plusieurs journalistes. Personne ne remarqua alors que Mason passait souvent de longues minutes à observer silencieusement les cartes d'enquête installées près du poste de commandement temporaire. Quelques jours plus tard, un événement étrange provoqua une nouvelle vague de peur dans Black Hollow. Un enfant du quartier affirma avoir aperçu une silhouette près des arbres derrière son jardin pendant la nuit. Selon lui, l'homme portait une lampe fluorescente bleue, semblable à celle distribuée le soir de la fête communautaire. La police inspecta immédiatement les alentours, mais ne trouva personne. Cependant, près de la clôture du jardin, les enquêteurs découvrirent quelque chose qui glaça toute l'équipe. Posée dans l'herbe humide se trouvait une petite voiture miniature appartenant à Silas Brennan Keegan. La découverte de la petite voiture miniature provoqua un véritable choc dans Black Hollow.
Aaron reconnut immédiatement le jouet rouge que Silas emportait partout depuis son dernier anniversaire. Selon lui, la voiture se trouvait encore dans la poche de son fils le soir de la fête communautaire. Pour les enquêteurs, une conclusion devenait impossible à ignorer. Quelqu'un suivait l'enquête de très près. Le jouet n'avait pas pu apparaître par hasard derrière le jardin d'un enfant vivant à plusieurs kilomètres du lac. La personne responsable semblait vouloir envoyer un message. Restait à comprendre lequel. Le chef Tooley réunit immédiatement son équipe. Certains policiers pensaient que le ravisseur essayait simplement de provoquer la panique dans la ville. D'autres craignaient quelque chose de bien pire. Si le kidnappeur déposait encore des objets appartenant à Silas, cela signifiait peu être que l'enfant était toujours vivant. Cette possibilité empêchait les parents de perdre totalement espoir. Les recherches reprirent avec une intensité nouvelle. Les enquêteurs commencèrent à cartographier tous les endroits où des objets liés à Silas avaient été retrouvés depuis sa disparition. La cabane dans les bois, la propriété abandonnée des Doyle. Le jardin derrière lequel la voiture miniature avait été déposée. Un détail finit par attirer leur attention. Tous ces lieux se trouvaient proches d'anciens chemins forestiers utilisés autrefois par les ouvriers de coupe de bois. Des routes étroites, parfois presque invisibles, qui traversaient les collines autour de Black Hollow. Curtis Doyle connaissait parfaitement ces chemins. Mais ce n'était pas le seul. Son frère Mason travaillait depuis des années dans un atelier chargé de réparer les véhicules utilisés par les gardes forestiers et les chasseurs locaux. Il passait une grande partie de son temps à circuler dans les zones isolées autour de la ville. Malgré cela, personne ne le considérait réellement comme suspect. Pendant ce temps, une autre piste commença à émerger. Les policiers découvrirent que Silas avait parlé plusieurs fois d'une « cabane secrète » à son institutrice quelques jours avant sa disparition. Au départ, personne n'avait accordé d'importance à cette phrase. Beaucoup d'enfants inventaient des histoires de cabanes cachées dans les bois. Mais l'institutrice se souvenait d'un détail étrange. Lorsque Silas parlait de cette cabane, il disait toujours qu'un homme gentil lui montrait parfois des animaux près du lac. Les enquêteurs interrogèrent alors tous les adultes ayant régulièrement fréquenté les environs du lac artificiel durant les mois précédents. Plusieurs pêcheurs mentionnèrent un homme solitaire aperçu à différentes reprises près des sentiers forestiers avec une vieille lampe suspendue à son sac. Les descriptions variaient trop pour identifier quelqu'un clairement. Puis, une nouvelle information arriva presque par hasard. Une employée d'épicerie située à la sortie de Black Hollow regardait les informations locales lorsqu'elle reconnut soudain le visage de Silas sur un avis de recherche. Bouleversée, elle contacta immédiatement la police. Selon elle, elle avait vu le garçon plusieurs semaines après sa disparition. L'employé expliqua qu'un soir tardif, un homme était entré dans l'épicerie avec un enfant assis à l'arrière d'une voiture sombre stationnée devant le magasin. L'homme portait une casquette basse et semblait extrêmement nerveux. Pendant qu'il payait plusieurs boîtes de conserve et des médicaments contre la fièvre, l'employé avait remarqué le garçon à travers la vitre. L'enfant portait une capuche bleue. Il semblait fatigué, pâle et silencieux. Au début, elle n'avait rien trouvé anormal. Mais après avoir vu les photographies de Silas plusieurs semaines plus tard, elle était persuadée qu'il s'agissait du même enfant. Cette déclaration bouleversa entièrement l'enquête. Le médecin chargé du dossier expliqua qu'un enfant de 6 ans pouvait survivre longtemps même dans des conditions difficiles si quelqu'un lui apportait de la nourriture et un minimum de soins. Les policiers commencèrent alors à envisager un scénario terrifiant. Silas avait peu. Être passé des semaines caché dans la forêt, pendant que toute la ville le recherchait. L'analyse des achats effectués dans l'épicerie permit de retrouver l'heure exacte de la transaction. Les caméras de surveillance étaient malheureusement trop floues pour identifier clairement le conducteur du véhicule. Pourtant, un détail important apparut sur les images. Accrochée au rétroviseur de la voiture se trouvait une petite lampe fluorescente bleue. Le même type de lampe distribuée le soir de la fête communautaire. Les policiers demandèrent immédiatement la liste complète des personnes ayant participé à l'organisation de cette fête. Ils découvrirent alors que les lampes fluorescentes provenaient d'un fournisseur local engagé seulement quelques jours avant l'événement.
Mais lorsqu'ils tentèrent de contacter l'homme ayant livré le matériel, ils apprirent quelque chose d'étrange. Le numéro de téléphone fourni lors de la réservation n'existait plus. L'adresse indiquée sur les documents appartenait à un terrain vide près de Portland. Pour la première fois depuis la disparition de Silas, le chef Tully envisagea sérieusement que le ravisseur ait préparé son crime bien avant la fête communautaire. Et, au milieu de cette confusion grandissante, Black Hollow continuait à croire que le danger se trouvait peu être dans les bois, alors qu'en réalité, il circulait peu, être chaque jour au milieu des habitants sans attirer le moindre soupçon. Au fait, si ces affaires criminelles longues et détaillées t'intéressent, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque dossier cache toujours des vérités encore plus sombres que ce que les habitants imaginaient au départ. Après le témoignage de l'employé d'épicerie, l'enquête prit une direction beaucoup plus urgente. Jusque-là, les policiers cherchaient surtout des traces laissées le soir de la disparition. Désormais, ils tentaient de reconstruire les semaines qui avaient suivi l'enlèvement de Silas. Le chef Tully demanda l'analyse de toutes les vidéos de surveillance disponibles dans les commerces situés autour de Black Hollow durant les 2 mois ayant suivi la fête communautaire. Le problème était que la plupart des petites boutiques rurales utilisaient des systèmes anciens qui effaçaient automatiquement les enregistrements après quelques jours. Malgré cela, certains détails commencèrent à émerger. Dans une station de service située près de l'autoroute, un employé affirma se souvenir d'un homme achetant régulièrement des conserves, des médicaments et du lait chocolaté tard dans la nuit. Il utilisait toujours de l'argent liquide et gardait sa casquette baissée sur son visage. Le témoin ne se rappelait pas clairement du véhicule, mais il pensait avoir aperçu un enfant endormi à l'arrière, 1 fois ou 2. Lorsque les enquêteurs lui montrèrent plusieurs photographies, l'homme hésita longuement avant de désigner Curtis Doyle. Mais il n'était pas certain. Encore une fois, l'enquête avançait dans le brouillard. Pendant ce temps, Aaron et Melissa vivaient dans une souffrance permanente. Leur maison s'était transformée en centre improvisé pour les bénévoles et les journalistes. Des cartes recouvraient les murs du salon. Des dizaines de photos de Silas étaient accrochées partout. Melissa dormait rarement plus de quelques heures par nuit. Aaron passait ses journées à parcourir les routes forestières avec une vieille lampe de poche, même lorsque les policiers lui demandaient de rester en dehors des zones de recherche. Un soir, Melissa reçut un appel anonyme. Une voix d'homme murmura simplement « Il n'aime plus les orages ». Puis la ligne coupa immédiatement. L'enregistrement de l'appel était trop mauvais pour identifier clairement la voix. Pourtant, cette phrase détruisit presque totalement Melissa. Depuis la disparition, elle répétait souvent aux enquêteurs que Silas avait peur du tonnerre depuis tout petit. La police renforça discrètement la surveillance autour de la maison des Keegan. Le chef Tully commençait sérieusement à croire que le ravisseur observait la famille depuis le début. Quelques jours plus tard, une nouvelle piste apparut dans les bois. Des chasseurs découvrirent un ancien campement dissimulé près d'un ruisseau au nord de Black Hollow. Sous une bâche humide se trouvaient plusieurs boîtes de conserve, des couvertures et des médicaments contre la fièvre identiques à ceux achetés dans l'épicerie où Silas avait peu être été aperçu vivant. Les enquêteurs fouillèrent immédiatement la zone. Cette fois, ils trouvèrent enfin quelque chose de concret. Sur une couverture sale, les techniciens relevèrent plusieurs cheveux, appartenant probablement à un enfant blond. L'analyse ADN fut lancée immédiatement. Pendant presque 2 jours, toute la ville retint son souffle. Puis, les résultats tombèrent. Les cheveux appartenaient bien à Silas Brennan Keegan. L'annonce provoqua une vague de choc immense dans Black Hollow. Pour la première fois, les enquêteurs possédaient une preuve certaine que Silas avait survécu après son enlèvement. Le campement semblait avoir été utilisé plusieurs semaines après la disparition. Mais quelque chose d'autre inquiétait les spécialistes. Le lieu paraissait organisé. Les couvertures étaient pliées soigneusement. Les boîtes de conserve vides avaient été empilées proprement contre un arbre. Une petite chaise pliante pour enfants se trouvait près du feu éteint. Cela ne ressemblait pas au comportement d'un ravisseur paniqué vivant dans la fuite permanente. Cela ressemblait presque à quelqu'un essayant de créer un endroit confortable.
Cette idée glaça profondément les enquêteurs. Le profil psychologique établi par les spécialistes commença alors à évoluer. Le ravisseur n'était peu. Être pas motivé uniquement par la violence. Il pouvait s'agir d'un individu obsessionnel persuadé de protéger ou de garder l'enfant avec lui. Pendant ce temps, Curtis Doyle sombrait davantage dans l'alcool. Une nuit, les policiers durent intervenir après qu'il eut frappé un homme dans un bar qu'il accusait publiquement d'avoir enlevé Silas. Pourtant, malgré son comportement instable, quelque chose continuait à déranger le chef Tully. Curtis semblait trop désorganisé pour avoir réussi à cacher un enfant pendant plusieurs semaines sans commettre d'erreur majeure. Mason, au contraire, restait parfaitement contrôlé. Il continuait à aider les recherches. Il parlait calmement aux journalistes. Il apportait parfois de la nourriture aux bénévoles dans les bois. Plusieurs habitants commencèrent même à défendre publiquement les frères Doyle grâce à lui. Un soir, alors qu'un groupe de bénévoles fouillait près d'un ancien chemin forestier, Mason remarqua avant tout le monde une zone de boue fraîche derrière des buissons. Il expliqua que quelqu'un avait probablement traversé récemment le secteur. Les policiers inspectèrent l'endroit immédiatement. Ils découvrirent seulement des traces partielles impossibles à exploiter. Mais plus tard, un enquêteur repensa à ce détail troublant. Comment Mason avait-il repéré ces marques dans l'obscurité aussi rapidement alors que personne d'autre ne les avait vues? Le doute commença enfin à s'installer discrètement autour de lui. Puis un événement étrange renforça encore les soupçons. Les analyses des médicaments retrouvés dans le campement révélèrent que plusieurs boîtes provenaient d'une petite pharmacie située près de l'atelier mécanique où travaillait Mason Doyle. Et selon les registres du magasin, ces médicaments avaient été achetés quelques jours seulement après la disparition de Silas. Les enquêteurs se rendirent immédiatement à la pharmacie après avoir découvert l'origine des médicaments retrouvés dans le campement forestier. Le propriétaire fouilla longuement ses anciens registres avant de confirmer qu'un homme avait effectivement acheté plusieurs boîtes contre la fièvre ainsi que des pansements quelques jours après la disparition de Silas. Le problème était que les paiements avaient été effectués en liquide. Aucun nom, aucune carte bancaire. Pourtant, la pharmacienne se souvenait d'un détail particulier. L'homme semblait connaître précisément les médicaments destinés aux enfants. Selon elle, il avait demandé lesquels seraient les moins difficiles à avaler pour un petit garçon malade. Lorsqu'elle regarda les photographies montrées par la police, elle hésita longuement entre Curtis et Mason Doyle. Les deux frères se ressemblaient suffisamment pour rendre l'identification incertaine. Malgré cela, le doute autour de Mason grandissait discrètement au sein de l'équipe d'enquête. Le chef Tully demanda alors une surveillance plus étroite des deux frères. Des policiers commencèrent à observer leurs déplacements sans les prévenir. Pendant plusieurs jours, rien d'anormal ne fut remarqué. Curtis passait la plupart de son temps à boire dans différents bars de Black Hollow, pendant que Mason continuait à travailler normalement dans son atelier mécanique. Puis un détail étrange apparut. Chaque mercredi soir, Mason quittait l'atelier plus tôt que d'habitude et disparaissait pendant plusieurs heures sans jamais utiliser les routes principales. Lorsqu'un enquêteur tenta discrètement de le suivre dans les collines forestières, il perdit rapidement sa trace dans un ancien réseau de chemins abandonnés. Cette découverte alarma immédiatement le chef Tully. Les policiers commencèrent alors à étudier les cartes anciennes des alentours de Black Hollow. Ils découvrirent qu'avant la construction du lac artificiel, plusieurs stations de pompage et bâtiments techniques étaient dispersés dans les bois afin d'alimenter les anciens chantiers forestiers de la région. Beaucoup de ces structures avaient été oubliées depuis des décennies. Certaines n'apparaissaient même plus sur les cartes modernes. Pendant ce temps, Melissa Keegan recevait toujours des lettres anonymes déposées dans la boîte aux lettres familiales pendant la nuit. Les messages devenaient de plus en plus troublants. Il déteste maintenant le noir. Il demande encore sa mère. Vous n'auriez jamais dû le laisser seul. Les spécialistes remarquèrent que les lettres ne contenaient aucune menace directe. Au contraire, leur auteur semblait presque vouloir montrer qu'il prenait soin de Silas. Cette idée rendait l'affaire encore plus terrifiante. Le profil psychologique du ravisseur évolua une nouvelle fois. Les experts pensaient désormais que l'auteur souffrait probablement d'une obsession maladive liée à l'enfance et au besoin de contrôle.
Ils pouvaient sincèrement croire qu'ils protégeaient Silas d'un monde dangereux, tout en lui infligeant une captivité atroce. Un soir d'automne, un nouvel événement bouleversa l'enquête. Un camionneur traversant une route isolée près des forêts nord contacta la police après avoir aperçu un enfant derrière une clôture métallique près d'un ancien bâtiment abandonné. L'homme expliqua que le garçon portait quelque chose ressemblant à une capuche claire avant de disparaître rapidement à l'intérieur de la structure. Les policiers arrivèrent sur place moins d'1 heure plus tard. Le bâtiment était une vieille station de pompage abandonnée depuis des années. Les fenêtres étaient condamnées par des planches couvertes de mousse et la toiture menaçait de s'effondrer. Pourtant, les enquêteurs remarquèrent immédiatement plusieurs détails inquiétants. Des traces de pas récentes entouraient l'entrée arrière. Une serrure neuve avait été installée sur une porte métallique rouillée. Et surtout, une faible lumière semblait provenir du sous-sol du bâtiment. Les policiers dégainèrent leurs armes avant d'entrer silencieusement dans la station abandonnée. À l'intérieur, l'air sentait l'humidité, la rouille et quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Quelqu'un vivait ici récemment.